Salut l'artiste! On continue la série découverte et apprentissage du logiciel DaVinci Resolve 16. Je suis sur la version 16.2.2 et je fais tourner le logiciel sur le ZenBook Pro Duo de chez Asus. Je vous ai déjà fait un test sur la chaîne à ce sujet. Je rappelle que cette série de vidéos est basée sur le guide découverte de DaVinci Resolve 16 mis à disposition sur le site Blackmagic. Donc tu peux toi aussi télécharger les fichiers vidéo sur leur site pour t'entraîner dès maintenant. L'idée c'est d'apprendre et de découvrir ensemble le fonctionnement de DaVinci Resolve. Dans cet épisode, on continue la découverte du logiciel à travers l'étape de l'étalonnage des corrections de couleurs sur DaVinci Resolve. On va étudier l'interface de la page color qui est l'interface du logiciel dédié à l'étalonnage. Alors on ouvre DaVinci Resolve, si comme moi le logiciel est déjà ouvert, on va plutôt ouvrir le Project Manager. Je rappelle, on va le chercher dans le menu File. Cette fois-ci, on ne va pas importer un projet, mais on va utiliser une archive qui a été faite avec DaVinci. L'archive, elle contient tous les médias du projet. On n'aura pas besoin de refaire les liens, tout ce qu'il faut faire, c'est restaurer l'archive. Donc on fait un clic droit sur une zone vierge de la fenêtre, puis on clique sur restaurer l'archive du projet. Ensuite, on va chercher le dossier qui contient l'archive avec le projet. On retrouve là le projet cuisine de la toute première leçon. À la base de l'interface, on va passer sur la page color. Nous voilà arrivés sur la célèbre interface d'étalonnage du logiciel DaVinci Resolve. Alors je vous présente les différentes fenêtres qui composent l'interface. En haut à gauche, on a la galerie qui va contenir les effets qu'on aura enregistrés. À côté, on a le viewer qui montre l'image présente à l'endroit de la tête de lecture. Tout à droite, on retrouve l'éditeur de nodes qu'on a exploré et découvert dans la leçon sur la page Fusion. Au milieu, on a la timeline qui est divisée en deux parties, une qui affiche les miniatures de chaque clip et une autre qui représente une petite timeline. Dans le coin en bas à gauche de l'écran, on a une palette qui contient les ajustements de couleurs et de contraste. Au centre, on retrouve un histogramme avec une courbe et différents paramètres de contrôle. Et tout à droite, on a une fenêtre qui peut afficher l'éditeur de keyframe ou encore des outils d'analyse des couleurs et de l'exposition comme les scopes et l'histogramme. Là, la page couleur nous affiche exactement le même montage que celui de la page edit. On va sélectionner la dernière miniature du montage. Quand la vignette est sélectionnée, elle est entourée d'un cadre orange et la tête de lecture se déplace automatiquement au clip sélectionné. En dessous du clip, on va double-cliquer sur le Apple ProRes 422. Ça va changer le titrage et faire apparaître le nom de chaque clip. On peut ensuite déplacer la tête de lecture le long du montage. On va la ramener au premier clip. À chaque fois, le clip sur lequel se trouve la tête de lecture est surligné en orange. Également, tous les raccourcis de la page Edit fonctionnent aussi avec cette interface. Maintenant, on va commencer par voir les outils de contrôle les plus populaires. Généralement, ils se trouvent dans la fenêtre correction primaire. On a le lift, le gamma, le gain et le offset. Là, on va surtout voir les trois premiers. Grosso modo, le lift, ça correspond au ton sombre, le gamma au ton moyen et le gain au ton clair. Alors on va tout de suite s'exercer, ça va être plus clair. Dans la timeline, on sélectionne la première miniature, le premier clip. Alors la fenêtre est divisée avec la color wheel, les roues de couleur et la master wheel. Souvent quand on commence une correction de couleur, on débute avec la master wheel pour régler un petit peu la dynamique de notre image. On va commencer par jouer avec la barre du lift, le master wheel. Ça va nous permettre de régler le point noir et le point blanc. À gauche on assombrit et à droite on éclaircit. C'est exactement la même chose que quand on décolle les extrémités d'une courbe vers le haut ou vers le bas. On va tourner la roue un peu sur la gauche aux alentours de -0,05. Le master wheel ajuste le point noir, en le tirant sur la gauche, les zones sombres deviennent encore plus sombres. Le paramètre du gain, on l'a dit, contrôle les tons clairs, sa master wheel va cibler le point blanc. On va le faire rouler sur la droite, les tons clairs deviennent encore plus clairs. Là, en ajustant la lift master wheel et le gain master wheel, on accentue le contraste de notre image. Sauf que là, au lieu de simplement toucher à un paramètre de contraste, on a eu un contrôle un peu plus précis en travaillant sur le point noir et le point blanc. Maintenant, on va regarder le gamma. On va tirer la master wheel légèrement sur la droite. Le gamma, en fait, il agit sur la luminosité globale de ton image sans modifier le point noir et le point blanc. En le tirant vers la droite, toute l'image devient un peu plus claire. Maintenant qu'on a ajusté nos tons, on va pouvoir commencer à travailler les couleurs avec les color wheels. Le fonctionnement est très simple, on retrouve un peu les mêmes sur Premiere Pro.
Tu déplaces la cible du milieu sur la couleur souhaitée. Là, avec le lift, on agit sur les tons sombres. Pour cette image, on va plutôt la refroidir en ajoutant un petit peu de bleu dans les zones sombres. Avec le gain, on va plutôt tirer le point vers les oranges pour ajouter un petit peu de ton chaud dans nos tons clairs. Et puis le gamma, on va le tirer légèrement sur le magenta. Ce paramètre va cibler plutôt les tons moyens. Si tu es allé trop loin avec un paramètre, tu peux double-cliquer sur la roue pour réinitialiser sa position. Pour comparer l'effet avec et sans correction, on peut cliquer sur le bypass, le symbole en haut du viewer. On peut aussi effectuer le raccourci CTRL+D ou commande+D pour comparer avec l'original. Voilà, on a une image déjà beaucoup plus intéressante. Après, là, c'était vraiment pour l'exemple, pour commencer à se faire la main sur les différents réglages. Professionnellement parlant, on serait peut-être parti sur d'autres choix et des choses différentes. Si on veut réinitialiser les effets, par exemple avec le gamma, on peut cliquer sur le symbole Reset. Maintenant, si on veut réinitialiser tout le panneau des couleurs primaires, on clique ici. Donc là, avec ces 3 paramètres, on peut déjà faire pas mal de choses. Mais ce ne sont pas des paramètres qui vont isoler uniquement un seul ton. Par exemple, le lift cible principalement les tons sombres. Mais au bout d'un moment, si on pousse les réglages, on va agir aussi sur les tons moyens et même les tons clairs. Donc en fait, ces 3 paramètres se complètent et fonctionnent vraiment mieux ensemble. Alors on continue, on va voir encore quelques réglages dans le panneau de contrôle des corrections primaires. On va sélectionner la deuxième miniature. Ce clip, il a l'air un petit peu sombre et manque peut-être un peu plus de contraste. Alors on pourrait réutiliser les contrôles des corrections primaires, mais on a même encore plus rapide. À la base du panneau, on a directement un paramètre pour le contraste. On va l'augmenter un tout petit peu. Ensuite, on peut passer sur le deuxième affichage avec de nouveaux paramètres de contrôle. Tout à droite, on peut compléter notre action sur le contraste avec les ombres et les hautes lumières. Là, on va plutôt augmenter les ombres et pareil pour les hautes lumières, on les augmente. Ensuite, comme tout à l'heure, une fois qu'on a ajusté nos tons, on peut travailler nos couleurs. Là, on peut régler immédiatement le paramètre de la température et de la teinte. Dans notre exemple, l'image a des teintes un peu chaudes, le mur blanc a un petit peu trop d'orange et de jaune. Donc on va descendre la température de couleur. Ensuite, Color Boost et Mid-Tone, c'est 2 réglages qui peuvent rajouter un petit peu de punch à l'image. Le Color Boost, il va se concentrer plutôt sur les tons les moins saturés en couleur, sans dénaturer les tons déjà très saturés. Un peu comme le paramètre de la vibrance. Là, le clip a des couleurs déjà très saturées. Là, nous, on veut garder le rouge, les couleurs sur les aliments, mais baisser celles sur la peau de nos sujets. Donc on va descendre un petit peu le Color Boost. Si tu as besoin de réinitialiser une valeur, il suffit de double-cliquer sur le nom du paramètre. Ensuite, on peut utiliser les mid-tones pour accentuer les contours des formes. Il est un peu similaire au paramètre de la clarté de Photoshop. On va augmenter un petit peu la valeur. Avec ces paramètres, on affecte assez vite l'image, donc il faut bien doser les réglages. Ensuite, on n'oublie pas de toujours comparer le résultat avec l'original. Donc voilà les premiers réglages de la page Color. Ensuite, cette interface, comme la page Fusion, elle utilise le système des nodes pour créer différentes couches de correction. Et il vaut mieux utiliser plusieurs nodes plutôt qu'entasser des filtres et réglages sur un seul calque. Le node Input, on l'a vu, commence toujours à gauche pour finir à droite avec le node de sortie portant l'ensemble des corrections. Sur chaque node, on peut appliquer l'ensemble des paramètres de correction de couleur disponibles sur la page Color. Alors jusqu'à présent, on a effectué des réglages sur la totalité de l'image. Ce sont des corrections primaires de couleur. Avec les corrections secondaires de couleur, on peut isoler certaines parties pour effectuer des changements spécifiques. Alors on va s'exercer, on sélectionne la miniature numéro 9. Ce clip, il a des corrections sur son node, d'ailleurs on peut voir que le titre de la vignette est entouré d'un cadre de couleur, cela signifie qu'il intègre déjà des corrections, et ça se vérifie en activant la comparaison avec l'original. Bon là le clip est pas mal, mais imaginons qu'on souhaite rajouter un petit peu de magenta dans la scène. Sur cette interface, il est possible de sélectionner une couleur et de travailler sa teinte. On peut travailler sur une zone spécifique d'une image ou sur une couleur spécifique. C'est ce qu'on appelle la correction de couleur secondaire. Déjà, si on veut effectuer une correction de couleur secondaire, il faut isoler un réglage sur un mode spécifique. Par défaut, chaque clip possède un seul node dans l'éditeur de nodes. Maintenant, l'idée, ça va être d'ajouter d'autres nodes. On fait un clic droit sur le node et Add Node, puis Add Serial, ou alors on fait le raccourci Alt plus S ou Option plus S. Le node est tout de suite ajouté après le premier node. Par défaut, c'est le node numéro 2. Quand je passe le curseur dessus, ça me dit bien qu'il n'y a aucune correction, le node est vierge. Tous les paramètres sont revenus à 0. On peut le renommer, on fait un clic droit dessus, puis Node Label.
Maintenant que notre node est en place, on va pouvoir isoler nos couleurs avec la courbe. Par défaut, on nous affiche la courbe personnalisable. On peut sélectionner une autre courbe. Nous, on veut modifier la teinte du plat, donc on va utiliser la courbe Hue vs Hue, donc teinte et teinte. On peut aussi sélectionner les courbes directement avec les petits points blancs. Ensuite, regarde, quand on passe le curseur sur le viewer, le sélecteur se transforme en pipette. On va aller prélever la teinte sur le plat. Une fois qu'on a cliqué dessus, il y a 3 points qui sont ajoutés à la courbe délimitant la teinte prélevée. Le point du milieu, il correspond à la valeur de la teinte prélevée. Les 2 autres points de chaque côté constituent la zone de la teinte. On peut réduire ou agrandir cette zone. On va sélectionner le point du centre et le tirer vers le bas, afin de faire tendre le bleu plutôt vers le magenta. Comme les nuances sont assez variées sur l'assiette, il faut peut-être augmenter un peu la zone de délimitation de la nuance. Donc on éloigne les points de chaque côté. Maintenant qu'on a fait un changement, on voudrait voir l'avant-après. Par contre, on ne veut pas le comparer à l'image originale, on veut juste comparer le changement de teinte du plat. Donc comme le bouton Bypass compare toujours l'image avec l'original, là il faut désactiver temporairement le node numéro 2. Pour ça on peut cliquer sur le chiffre 2 du node ou effectuer le raccourci CTRL+D ou commande+D. Maintenant on peut visualiser l'avant-après. Là le changement est assez léger, si on le trouve trop subtil, on peut tirer encore vers le bas le turquoise. Après il faut faire attention quand on veut changer une teinte spécifique, parce qu'on peut avoir des nuances similaires dans notre scène qui peuvent être affectées, donc il faut bien préciser la délimitation de l'effet et essayer d'isoler au maximum la teinte ciblée. On verra d'autres techniques tout à l'heure pour isoler des éléments. Maintenant, on va voir comment appliquer des effets à notre clip. On a vu que DaVinci propose une librairie d'effets en tout genre. On va sélectionner la miniature numéro 7 et on va lire le clip. Celui-là, encore une fois, il a déjà une correction de couleur de base. On va donc ajouter un nouveau node. On peut utiliser le raccourci, on sélectionne le node, puis on clique sur Alt+S ou Option+S. On va renommer le node, donc on fait un clic droit, puis Node Label. Ensuite, on va appliquer un effet à notre node. Alors c'est un effet qu'en temps normal, on n'utiliserait pas trop avec ce type de contenu, mais c'est un effet commun qui peut être intéressant à maîtriser. On va voir comment flouter un visage. Là, ça va être celui de la présentatrice. C'est quelque chose qu'on est amené à faire quand quelqu'un ne veut pas qu'on le reconnaisse à l'écran ou quand il faut camoufler un logo. La première étape, ça va être d'isoler la partie qu'on souhaite cacher. On va placer la tête de lecture au début du plan. Puis dans la barre d'outils, on sélectionne le bouton Power Window et on choisit la forme circulaire. Le cercle est ajouté au node, on peut le déplacer dans le viewer et on va le recadrer à la taille du visage du sujet. Tu remarques dans l'éditeur de nodes que sur le node 2, l'image n'apparaît plus que dans la forme qu'on vient de créer. On a bien isolé cette portion de l'image. Ensuite, on va aller chercher notre effet pour le visage. Donc on clique sur OpenFX, juste à côté de la page node. On va scroller l'affichage vers le bas jusqu'à trouver l'effet flou mosaïque. On le sélectionne et on le glisse directement sur le node Face. Le flou affecte uniquement la partie à l'intérieur du Power Window. Ensuite, dans Settings, on peut modifier les paramètres de l'effet. On va augmenter la fréquence des pixels aux alentours de 100 pour avoir un effet un peu plus subtil. Maintenant, l'effet est placé uniquement pour cette première image, mais comme la femme est en mouvement, il va falloir animer la forme pour qu'elle suive le visage de la présentatrice. Pour ça, la page Color a un outil de perspective 3D avec tracking. Dans la barre d'outils, on clique sur la commande Tracker. On s'assure que la tête de lecture est toujours au début du clip. Le tracking peut suivre différents types d'éléments dans une image. Il est possible de régler certains paramètres en fonction du sujet à suivre. Par exemple, dans cet exemple, la caméra est statique, il n'y a pas de zoom ou de rotation, donc on peut déjà désactiver ces options. Par contre, on peut avoir besoin du tilt, du pan, des changements de perspective, donc on conserve les autres options. Ensuite, on lance le tracking en appuyant sur le bouton de lecture. Voilà, c'est plutôt rapide, en tout cas ça a l'air d'être le cas avec le ZenBook Pro Duo. On passe à la partie suivante, on va voir comment étalonner de manière neutre, comment équilibrer les couleurs d'un plan. On va commencer à utiliser les scopes, les waveforms pour contrôler son travail. Cette fois-ci, on va changer de projet, on importe un nouveau projet archivé. Là, la timeline est déjà ouverte, je vais aller sur le deuxième clip. Alors on a un plan qui est enregistré dans un profil flat, on a une grande plage dynamique, mais ça demande un petit peu de travail en post-production pour retrouver toute la richesse visuelle du plan. On va commencer par changer quelques paramètres. On va dans le menu Fichier, puis Project Settings.
Color Management et on va changer Color Science sur DaVinci YRGB Color Managed. Là, il y a 3 paramètres qui vont nous intéresser, l'espace de couleur d'entrée, l'espace de couleur de la timeline et l'espace de couleur de la sortie. On va pas toucher à la sortie et la timeline, on va les laisser en Rec 709, c'est un standard. Par contre, on va changer l'espace de couleur parce qu'on veut le faire correspondre au type d'appareil qui a enregistré ce projet. Ces clips, ils ont été filmés avec une Blackmagic Pocket 4K, donc on change l'espace de couleur sur Blackmagic Design Pocket 4K Film Gen V4. On sauvegarde et tu vois, les couleurs et le contraste ont changé. De cette manière, on vient de préparer notre profil flat. Après, on peut toujours modifier individuellement l'espace de couleur de chaque clip. On va aller voir le dernier clip de la timeline. Pour ce plan, c'est un petit peu différent, on voit clairement des pertes d'informations dans les hautes lumières. Pour corriger ça, on va utiliser un des réglages du panneau de correction primaire. Mais cette fois-ci, on utilise le 4e réglage qu'on n'a pas encore vu, c'est le Offset. Ce paramètre, il modifie l'ensemble de l'image, donc à la fois le point noir, les tons moyens et le point blanc. Là, l'idée, c'est de retrouver une gamme de tons correcte. Donc on sélectionne la roue de contrôle et on descend la valeur aux alentours de -30, -40. On retrouve une gamme de tons plus correcte, donc même si on peut traiter plusieurs plans avec l'espace de couleur, c'est toujours important de contrôler chaque clip individuellement et faire des ajustements si besoin. On va aller sur le premier clip de la timeline, là on a un graphique qui est ciblé avec l'espace de couleur de la Blackmagic Pocket. Bon là il faut changer l'espace de couleur, on va revenir sur du sRGB. Il suffit de cliquer sur la vignette puis de changer l'espace de couleur d'entrée. Donc tu remarques pour l'instant on n'a fait aucune retouche de couleur, on a simplement modifié l'espace de couleur, ce qui a ajusté le gamma de chaque clip. Mais si le clip original est surexposé, le plan apparaîtra toujours surexposé. S'il est sous-exposé, il sera toujours sous-exposé. Si la balance des couleurs est mal réglée, même avec la correction de couleur de l'espace de couleur, elle paraîtra toujours mal réglée. Là, en fait, avec l'espace de couleur, on a une base de contraste et de couleur sur laquelle on va pouvoir commencer à travailler et apporter des corrections. Donc on continue la leçon, on va aller sur le clip numéro 7. On va voir comment on peut continuer de développer ce plan. Généralement, on commence par régler le point noir et blanc. Pour ça, il y a une petite méthode, on va commencer avec le lift pour le point noir, on va cliquer sur cette petite icône, c'est comme avec une pipette, on va venir cibler directement une zone, une couleur sur le viewer. On va prendre la zone qui est censée être la plus noire de l'image. Là, dans cette scène, on va être sur la partie arrière des chevaux. On va prendre celui de droite, si on veut, on peut agrandir l'affichage en positionnant le curseur sur le viewer, puis avec la molette de la souris combinée à la touche Alt ou Maj, tu peux déplacer la vue horizontalement ou verticalement. Là, on vient de déterminer la zone qui doit correspondre au point noir, on a ajusté une partie du contraste. On va faire la même chose avec le point blanc, avec le paramètre du gain. On sélectionne le piqueur et on va sélectionner une zone claire pour cibler le point blanc. On va prendre un des nuages dans le ciel. Voilà, on a ajusté les couleurs dans nos tons clairs. Je vous montre avant et avec correction. Donc ça, c'est des contrôles automatiques. C'est assez rapide, par contre, il faut bien cibler une zone qui possède du détail. Si tu cibles une zone surexposée, ça va pas marcher, parce que tu as déjà plus d'informations à ces endroits-là. Là, on a pu s'en sortir parce que c'était assez facile de déterminer un point noir et blanc. Mais sur d'autres plans, ça peut être un petit peu plus subtil. On va aller sur le clip numéro 3. C'est un plan avec de la neige, on a beaucoup de zones de surexposition. Pour le corriger, on va utiliser nos outils des roues de contrôle primaires. On va descendre le master du lift. On ajuste nos tons sombres. Ensuite, on fait la même chose avec le gain. Là, on a plus d'infos à récupérer. Après ça, on peut augmenter le gamma, nos tons moyens, pour rééclaircir un peu l'image. Je rappelle, avec le raccourci Maj+D, on peut visualiser la comparaison avec l'original. Là, avec quelques réglages, on a récupéré toutes nos informations sur le plan. Et contrairement au offset qui cible toute l'image, on peut choisir jusqu'où on va récupérer des détails dans les hautes lumières et les tons sombres. Maintenant, si on veut se professionnaliser et avancer plus sérieusement dans le domaine de l'étalonnage, il est important de se référencer au scope. Dans DaVinci, il y en a 5, la parade, la waveform, le vector scope, l'histogramme et le SAI. Alors pour sélectionner le scope, on va déjà modifier la fenêtre. Ça se passe en bas à droite. Pour l'instant, ça affiche les keyframes, on va passer sur les scopes. Maintenant, si c'est pas encore fait, dans le petit menu déroulant, on va choisir la parade. Alors c'est pas compliqué à comprendre, ça montre chaque couleur de ton plan. Là, on a les 3 primaires, rouge, vert, bleu. Le scope se lit de manière verticale. Tout en bas à 0, c'est le noir, et 1023, c'est le blanc. Évidemment, tu l'as compris, le but du jeu, c'est de jamais aller en dessous de 0 ou de dépasser 1023.
Autrement, on perd des informations, on parle de sous-exposition et de surexposition. Ensuite, le graphique est réparti aussi horizontalement. Chaque canot correspond à une zone de l'image. La partie gauche de chaque couleur correspond à la partie gauche de l'image. Alors ça va peut-être te demander un petit peu de temps d'adaptation, mais de cette façon, ça permet d'identifier assez vite une zone, un sujet sur la parade. Tu remarques, si j'active le bypass pour afficher l'original, là sur la parade, ça nous affiche bien qu'on a des valeurs qui sortent de la plage dynamique. Puis avec la correction qu'on a faite précédemment, on a replacé les informations entre 1023 et 0. L'idéal, c'est d'avoir la chute des valeurs entre 0 et 128. Alors on va continuer d'ajuster le lift et le gain pour avoir une parade bien équilibrée. On va modifier la roue du lift de manière à ce que la partie basse du verre arrive juste légèrement en dessous de 128. Ensuite, avec le gain, toujours pour le verre, on essaye de viser aux alentours de 896 pour la partie haute de la parade. Alors pour l'instant, on a toujours un déséquilibre au niveau de nos couleurs, il nous faut un blanc pur. Pour avoir un blanc pur, il faut avoir un niveau équivalent de rouge, de vert et de bleu dans le plan. Donc dans la parade, il faut aligner le rouge, le vert et le bleu entre eux, que les traces soient le plus similaires possible. Là, il semblerait que ce plan a une légère dominance de bleu. Si vous la voyez pas sur l'image avec vos yeux, la parade, elle le voit. On a bien un décalage dans nos tons clairs et tons foncés par rapport aux deux autres couleurs. La dernière fois, on avait utilisé directement le réglage de la température de couleur. Là, on va utiliser nos roues des corrections primaires. On va commencer par le lift, on va déplacer l'indicateur vers le jaune-orange pour que les parties sombres de l'image, les arbres, les montagnes, perdent cette petite dominance de bleu. Ça va nous permettre d'aligner la partie basse de la parade entre les trois couleurs. Tu vois que le bleu descend et le rouge monte. Après voilà, c'est une histoire d'équilibre. Maintenant pour les hautes lumières, on fait la même chose, on va bouger la cible du gain vers le jaune-orange. Là avec la neige, il faut être plus précis pour avoir un blanc pur. Je te montre l'avant-après. Voilà, on vient de se servir de la parade pour rééquilibrer les couleurs de notre plan. Quand tu commences un étalonnage, c'est bien de faire ça au début pour avoir une base neutre de travail. Ensuite, si tu veux, tu peux accentuer ou non des ambiances de couleurs. On continue, on va voir une autre façon de réaliser une retouche de couleur neutre avec toujours les outils de correction primaire. Sur la timeline, on sélectionne le clip numéro 6. Ce plan a lui aussi besoin d'une correction, mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser les primary wheels, mais les primary bars. On le trouve juste ici, on retrouve les mêmes réglages qu'avec les roues primaires, sauf que cette fois-ci, les barres représentent les couleurs primaires de manière explicite, plus la luminance. C'est encore une autre façon de travailler. On va descendre un peu la barre de luminance au niveau du lift, ça va renforcer nos tons foncés. Ensuite, les tons clairs, là, il va falloir les baisser. Donc on descend la luminance du gain jusqu'au moment où le haut de la trace tombe aux alentours de 896 sur la parade RVB. Là, comme on n'a pas vraiment de blanc sur l'image, c'est un peu compliqué pour retoucher la balance des blancs. Par contre, sur son écharpe, il y a un gris plus ou moins neutre, et comme avec le blanc, un gris neutre, ça correspond aux mêmes valeurs de rouge, de vert et de bleu. Alors on va utiliser une autre méthode, on peut mettre le curseur sur le viewer et attendre qu'il se change en pipette. Là, moi sur ma version, je dois le faire manuellement, on peut sélectionner par exemple la pipette ici, puis on fait un clic droit et on va sur Show Picker RGB Value. Le logiciel nous affiche les valeurs RGB en 8 bits de l'image. Ça nous précise la valeur de rouge, de vert et de bleu à l'endroit du curseur. On va placer le curseur sur une zone claire de l'écharpe. Là, ça nous affiche qu'il y a plus de rouge au niveau des tons moyens. Pour corriger ça, on va augmenter le bleu au niveau du gamma. Donc ça nous remonte la valeur de bleu et ça fait descendre le rouge. On peut vérifier les valeurs sur le viewer. Ensuite, on peut continuer de faire quelques ajustements au niveau des couleurs primaires du gamma, pour qu'on ait à peu près la même quantité. On peut aussi faire des corrections et équilibrer un plan avec les réglages en bas de la fenêtre des primary bars. On va sélectionner le clip numéro 9, on va passer sur la page 2, et on va descendre la valeur de l'ombre pour assombrir un peu ces tons. On essaye de faire en sorte que la base de la trace du vert arrive aux alentours de 128. Et puis même chose avec les hautes lumières, on ajuste le haut de la trace du vert aux alentours de 896. Là encore, on a fait grosso modo la même chose qu'avec les roues du master. Ensuite, on modifie le réglage de la température de couleur de manière à ce que les pics des trois primaires se positionnent aux alentours de 896.
on peut utiliser les midtones pour redonner un peu de force et de contraste à cette image. Voilà, on peut comparer la retouche avec l'original. On va voir la dernière méthode pour ajuster et équilibrer les couleurs, le contraste d'un plan. On va sélectionner le clip numéro 15, là on a un plan surexposé, on va commencer par descendre le paramètre Offset pour faire descendre les traces dans la parade. Alors là, comme le plan a une grande plage dynamique, on a un peu du mal à contenir toutes les informations dans la parade. Il va falloir travailler sur les hautes lumières et les tons sombres. On va afficher la courbe personnalisée. C'est quelque chose que tu dois déjà connaître. La partie de gauche de la courbe correspond au ton sombre, le centre les tons moyens et la partie droite au ton clair. Alors comme avec les primary bars, on peut ajuster séparément la luminance et les couleurs RGB. On va cliquer sur le symbole de la luminance pour isoler les couleurs primaires. On va commencer par retoucher les tons foncés. Là, la zone derrière le tracteur est très sombre, mais on ne veut pas qu'elle soit totalement noire. Donc on va sélectionner le point noir sur la partie gauche de la timeline et on va le tirer un peu vers le haut. Comme ça on a isolé la luminance, on ne modifie pas la saturation des tons sombres. Donc là on a un petit peu réclairci les tons foncés. Ensuite à l'inverse avec le point blanc, on va sélectionner la partie haute de la courbe et on descend le point blanc vers le bas. On peut toujours se référencer à la parade, on commence à contenir toutes nos informations. Là on a toujours un peu de perte dans nos hautes lumières, donc on va passer sur les curseurs des réglages du soft clip. On va augmenter le réglage du high soft jusqu'à temps que les traces de couleurs primaires ne soient plus coupées. Donc ça c'est l'idéal pour cibler vraiment les hautes lumières sans toucher trop les tons moyens. Donc voilà le avant-après, on a quand même une belle différence. Tu le vois sur la parade, on a recentré toutes nos informations. Ensuite, si on continue d'analyser la parade, les tons sombres au niveau des bleus ont l'air un peu plus élevés que les deux autres couleurs. Et les hautes lumières du bleu, au contraire, sont moins élevées que le rouge et le vert. Donc dans les tons sombres, on a une légère dominance de bleu et dans les tons clairs, une légère dominance de rouge. Maintenant, jusqu'à présent, on a travaillé sur un seul node. Là, on arrive à un stade de la retouche où on a peut-être envie d'isoler nos corrections sur des nodes séparés. On va faire un clic droit sur le node numéro 1 et on va faire ajouter un node en série. Le node, on l'a vu, c'est comme un calque de Photoshop. C'est une couche transparente. Pour l'instant, elle est vierge. Et quand on applique un effet, une correction, il s'applique au node et non à l'image. Donc, on a une retouche non destructive. On va renommer nos nodes. On fait un clic droit sur le node 1, node label, et on va l'appeler Tonal Balance. Puis le node 2, on va l'appeler Color Balance. Le node 2 est encadré en orange, ça veut dire qu'il est bien sélectionné. On va retourner au niveau du panneau courbe. On va cliquer sur le B pour isoler le bleu. On sélectionne le point noir du canal bleu et on va le déplacer sur la droite pour renforcer les tons sombres dans cette couleur et qu'on ait un petit peu moins cette teinte bleue. Pour le point blanc, on fait l'inverse, on tire sur la gauche de manière à ce que la trace bleue vienne s'aligner avec le rouge et le vert. Et là, l'intérêt d'avoir créé un nouveau node, c'est qu'on peut comparer le deuxième node avec le premier. Et donc, on visualise juste la dernière correction. On peut appuyer sur le numéro du node ou utiliser le raccourci CTRL+D ou commande+D. Alors parfois, ça peut arriver que corriger le point blanc ou le point noir, ça ne suffise pas, et qu'on soit obligé de retoucher les tons moyens. Cette fois-ci, on va sélectionner le canal vert, on clique sur la courbe verte un petit peu avant le centre au niveau du premier tiers en partant du point noir. Puis on va faire descendre la courbe pour retirer un petit peu la teinte verte dans cette région. En descendant le vert, j'ajoute un peu plus de magenta et de rouge à mon image. On peut à nouveau comparer le changement effectué. Donc tu vois tout l'intérêt des nodes, il faut les utiliser, ça permet d'organiser son processus d'étalonnage. Maintenant, on va voir comment copier des corrections d'un clip à un autre. Quand on a une série de plans qui se suivent, il faut qu'il y ait une cohérence entre tous les plans. On va passer sur le clip numéro 4, c'est le deuxième plan du ranch dans la neige. On a déjà retouché le clip 3, donc l'idée c'est de copier ces corrections à ce clip. On sélectionne le clip 3, on va dans le menu Edit, puis Copy, où on fait directement CTRL+C ou commande+C pour copier les réglages des nodes. Ensuite, on sélectionne le clip 4 et on fait CTRL+V ou commande+V pour coller les attributs du clip. On retrouve la même correction. Là, ça marche parce qu'on a utilisé un seul node, c'est rapide. Maintenant, on va voir une méthode pour gérer plusieurs nodes. On va sélectionner le clip numéro 15, c'est le plan avec le tracteur où on a utilisé deux nodes. Là, on veut copier ces corrections sur le clip 16 qui est un plan similaire. Ça a l'air d'être au même endroit, à peu près au même moment de la journée. Donc regarde, c'est très simple, on sélectionne bien le clip 16, celui qui n'a pas la correction, on déplace le curseur sur le clip 15 sans le sélectionner. On va cliquer sur la molette, le bouton central de la souris, ce qui a pour effet de copier-coller directement les nodes au clip sélectionné. Donc tu vois, c'est encore plus rapide que la méthode précédente.
On va sélectionner le clip numéro 9, c'est encore un clip qu'on a déjà étalonné tout à l'heure. On va avoir une méthode pour copier-coller ces corrections à plus d'un clip, là en l'occurrence aux 2 clips qui le suivent. On va cliquer sur le clip 10 et 11 pour les regarder. Ils sont assez similaires, tu vois, donc on retourne sur le 10. On va sur le menu Color, puis Apply Grade from one clip prior. Ou alors on fait le raccourci égal. On sélectionne le clip 11, on va sur Color, puis Apply Grade from two clips, ou encore le tirer du 6. C'est encore une autre méthode pour copier-coller des corrections d'un plan à un autre. Ensuite, tu peux aussi sauvegarder une retouche pour le rajouter à la galerie et l'utiliser plus tard. On va aller sur le 6e clip, on fait un clic droit sur le viewer, puis on va cliquer sur Grab Still. Il apparaît dans la fenêtre de la galerie et on va le renommer. On va aller sur le clip 17, c'est également un plan d'interview, donc on peut réutiliser les corrections qu'on a faites sur l'autre plan. Là, avant d'appliquer la retouche, on peut comparer ce clip avec l'image qu'on a capturée. Il suffit de double-cliquer sur la capture, ça va l'ouvrir dans le viewer en mode comparaison. Tu peux cliquer sur le symbole pour désactiver ou activer la comparaison. La capture se trouve sur la partie droite et le clip sélectionné sur la partie gauche. Ensuite, dans le workspace, on peut aller sur Viewer Mode, puis Enhanced Viewer, ou alors Alt plus F ou Option plus F pour étendre la vue du viewer. Ensuite, avec le curseur, on peut faire glisser le trait de comparaison sur le viewer pour le placer plutôt au niveau du visage. Donc là, on va lui appliquer cette correction. On revient sur l'affichage précédent du viewer. Ensuite, on fait un clic droit sur la capture dans la galerie, puis on applique la correction. Par contre là, comme la luminosité est un petit peu différente du plan de tout à l'heure, les couleurs sont bonnes mais l'image manque un peu d'exposition. On peut déplacer la ligne de comparaison entre le viewer et regarder la différence sur la parade. On a une différence au niveau des hautes lumières. On va se servir de la master wheel du gain pour augmenter les tons clairs. Et là, on peut se référencer à la comparaison sur la timeline. On va essayer de faire correspondre le chapeau de la capture à celui du clip 17. Et en même temps, on se fie à la parade. Ensuite, on va juste augmenter légèrement le paramètre de la saturation pour faire correspondre les couleurs à celles de la capture. Bon, on n'est pas exactement sur la même image, mais les corrections sont assez similaires. Donc cette option de comparaison avec la capture est vraiment très intéressante et permet de faire correspondre et d'ajuster des clips entre eux. Et bien sûr, faut pas oublier de toujours vérifier ce qu'affichent les scopes, la parade. On attaque la dernière partie de cette leçon. Là, on vient de voir les corrections primaires, celles-ci affectent plutôt l'ensemble de l'image. Maintenant, nous on va voir les corrections secondaires, qui permettent d'isoler une correction à une portion de l'image. La première étape pour créer une correction secondaire, c'est d'isoler l'effet sur un nouveau node. Donc on continue sur le même projet, on va sélectionner le clip numéro 15. Là, l'objectif sur ce clip, ça va être d'isoler la couleur rouge du tracteur et de la faire ressortir. On sélectionne le node 2, clic droit, Add Node, Add Serial, ou on fait le raccourci Alt plus S ou Option plus S. C'est sur ce troisième node qu'on va utiliser le rouge du tracteur. Alors on renomme le clip. Ensuite, la méthode la plus simple pour contrôler une couleur, c'est d'utiliser la courbe HSL. Et on va choisir Hue vs Saturation. Le nom est assez explicite, on va choisir une teinte puis augmenter sa saturation. On retrouve d'ailleurs ces courbes sur Premiere Pro, tu as peut-être déjà eu l'occasion de les utiliser. Sur le viewer, avec la pipette, on va sélectionner une partie claire du tracteur, ça va cibler la teinte au niveau de la courbe. On a 3 points, on sélectionne celui du milieu et on le tire vers le haut pour augmenter la saturation. On peut visualiser la comparaison en désactivant le troisième node avec le raccourci CTRL plus D ou commande plus D. Donc ça, c'est une des méthodes la plus rapide pour modifier la saturation d'une couleur. On poursuit avec une deuxième méthode plus précise pour contrôler une couleur. On va aller sur le clip numéro 8. Là, on va essayer de faire un effet assez marqué que certains films ont utilisé. On va transformer l'image en noir et blanc et garder la couleur d'un seul vêtement. Donc on sélectionne le premier node, on en crée un nouveau. On le renomme. Là, l'idée, c'est de garder la couleur uniquement de l'écharpe. Donc on va changer d'outil, on va ouvrir le qualifier. Puis avec le curseur, la pipette, on vient cliquer sur l'écharpe juste en dessous du menton. Là, le viewer n'a pas changé, mais on voit une différence sur la vignette du node et également dans la fenêtre du qualifier. En fait, on a ciblé la teinte. Pour afficher les changements dans le viewer, on va cliquer juste ici sur la baguette magique. Donc là, on visualise la représentation de notre sélection sur un fond gris. On voit que la sélection n'est pas très propre, on a pris des tons tout autour de l'écharpe. On va commencer par ajouter des nuances à la sélection. On saisit l'outil Add Color Range,
dans la palette des pipettes et on va venir rajouter des nuances de couleurs sur la partie la plus claire de l'écharpe. Évidemment, ça va rajouter d'autres zones de l'image à la sélection, mais pour l'instant, l'important c'est d'avoir toutes les nuances de l'écharpe dans la sélection. Ensuite, on revient sur la première pipette. Maintenant, on va ajuster la sélection avec le paramètre de teinte, saturation et luminance. On va ajuster le centre et la largeur de la teinte. Ensuite, on adapte le low et le high de la saturation et de la luminance. Pendant l'opération, tu peux désactiver le paramètre avec le bouton rouge pour visualiser l'action de l'effet sur la sélection. Ensuite, il y a encore une manipulation qu'on peut effectuer pour nettoyer la sélection. Au niveau de la partie droite, on va sélectionner l'icône noir et blanc. Ça va transformer notre image en nuances de noir et blanc. Ce qui est blanc se trouve dans la sélection et ce qui est en noir, c'est la transparence. Ensuite, à droite de la fenêtre du qualifier, on va ajuster les réglages du matte finesse. On peut utiliser le clean black et le clean white pour retirer les zones de noir et blanc indésirables. Ensuite, dans la page 2, on va régler mode sur grow et augmenter le radius. Ça va adoucir l'action des réglages. Après, on peut revenir sur le mode d'affichage classique du viewer. Maintenant, pour vérifier la sélection, on peut modifier le paramètre de la teinte dans la fenêtre des corrections primaires. Bon, bah là, ça a l'air pas mal, on a plutôt bien isolé le vêtement. Voilà, bon, c'était vraiment juste pour l'exemple, on peut double-cliquer sur la valeur pour la réinitialiser. Ensuite, maintenant qu'on a notre sélection, on a peut-être envie de contrôler les zones à l'extérieur de la sélection. Et ça, en fait, c'est très simple à faire à partir du moment où on a déjà effectué une sélection. On sélectionne bien le deuxième node, puis on va ajouter un node extérieur. C'est tout simplement un node avec une sélection inversée. Donc maintenant, je peux descendre la saturation de mon image sans affecter l'écharpe. Ensuite, on peut renforcer l'ambiance du plan en accentuant le contraste. Maintenant, parfois le qualifiant n'est pas suffisant et en corrigeant le masque, on peut diminuer la précision de la sélection. Et c'est là qu'on peut utiliser le Power Windows des masques pour délimiter manuellement la zone ciblée. On va sélectionner le deuxième node, puis dans la palette d'outils, on va sélectionner le masque, on va prendre l'outil plume. On double-clique à côté pour renommer le masque. Ensuite, sur le viewer, on vient dessiner, on vient faire le contour de l'écharpe. Maintenant, le logiciel a automatiquement éliminé les zones à l'extérieur du masque. Donc c'est un outil qui peut être intéressant à utiliser en combinaison avec le qualifier. Du coup, on n'est pas obligé de dessiner un masque très précis. Maintenant, pour l'instant, le masque a été conçu en fonction d'une image. Il faut nous assurer qu'il va rester en place sur toute la durée du clip. On active l'outil de tracker, on place la tête de lecture au début du plan. Je vais juste réadapter le masque à l'image. On a vu qu'on pouvait désactiver certains paramètres de l'effet pour rendre le tracking plus performant et rapide. Là par exemple on peut désactiver le zoom parce qu'on n'a pas de changement de valeur de plan dans l'image. Une fois qu'on est prêt, on lance le tracking. Ensuite on sélectionne le node 3 pour faire disparaître l'affichage du tracking. On peut visualiser notre clip. Maintenant, il y a un deuxième plan d'interview. L'idée, c'est de réutiliser tous les réglages qu'on vient de faire sur ce nouveau clip. Donc on sélectionne le clip 14 avec un gros plan sur la personne interviewée. On va d'abord préparer les nodes nécessaires. Avec le raccourci Option plus S ou Alt plus S, on le renomme comme avec le plan précédent. On crée le troisième node, c'est un node inversé. Ensuite, on revient sur le clip 8. On sélectionne le deuxième node et on le copie. On retourne sur le clip 14, on sélectionne le deuxième node, mais cette fois-ci on va juste coller les corrections. On va aller dans le menu Edit pour coller les attributs. Et là on va sélectionner que Qualifier et Power Windows, comme ça on ne copie pas le tracking comme là l'image est différente et que l'écharpe n'est plus à la même position. On retourne sur le clip numéro 8, on sélectionne le troisième node, puis on fait une copie. On retourne sur le clip 14 et on colle directement l'effet sur le node 3. Ensuite on sélectionne le deuxième node, on réadapte le masque à l'écharpe et on relance le tracking.
Voilà, on vient de copier les réglages précédents sur ce nouveau clip. Maintenant sur la page couleur, en plus de pouvoir faire des trackings, tu peux aussi stabiliser un plan. On va sélectionner le clip 13, alors il est très bien mais on a un peu de vibration au niveau de la caméra. Donc dans la palette du tracker, on va dérouler le petit menu, on sélectionne Stabilizer, ensuite on clique sur la commande Stabiliser pour lancer l'analyse du clip. Voilà, l'opération est effectuée, le logiciel a légèrement recadré dans l'image pour son effet. On vient de finir cette longue partie de découverte de la page Color qui est l'interface dédiée à l'étalonnage sur DaVinci Resolve. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire et encore là c'est vraiment qu'une initiation, il reste beaucoup de fonctionnalités, de méthodes, d'effets à découvrir. Il y aura bien d'autres tutos sur l'étalonnage. Là l'idée c'est de vous donner les premières clés pour comprendre et utiliser les outils de base du logiciel. Comme ça tout de suite vous pouvez vous exercer sur DaVinci. Allez, dites-moi dans les commentaires si vous avez passé le pas sur DaVinci, qu'est-ce que vous pensez de l'interface de couleur? Est-ce que ça vous donne envie de vous mettre plus sérieusement à l'étalonnage? Je vous ai mis le lien du logiciel dans la description, je rappelle que cette série de vidéos est basée sur le guide mis en ligne par Blackmagic. Je trouvais ça plus sympa de le faire et de le partager avec vous. Les médias, les projets, tu le sais, sont en libre accès, tu peux dès maintenant les télécharger pour te mettre à la pratique. J'espère que cette vidéo t'a plu, ici derrière la caméra, ciao les artistes!